Tout a commencé par un simple projet de week-end, le genre de pause que deux amis d'université surmenés s'accordent pour se vider la tête avant le dernier sprint du semestre. Jacob Mills, 25 ans, était calme, analytique, du genre à emporter partout un petit carnet de terrain. Aaron Seiler, 27 ans, était plus extraverti, plus vif dans ses plaisanteries, mais tout aussi concentré lorsqu'il s'agissait de la nature. Ils s'étaient rencontrés lors d'une randonnée d'orientation en première année à l'Université de Western Carolina et s'étaient immédiatement liés d'amitié grâce à leur amour commun pour la montagne. Pendant des années, ils avaient exploré ensemble des sections des Appalaches, tous deux fascinés par la façon dont la nature sauvage pouvait sembler à la fois infinie et vivante. Ce vendredi 19 octobre 2007, le temps dans la vallée de Catalucci était frais et le brouillard épais. Les feuilles viraient au bronze et à l'or, une beauté de celle qui dissimule le danger si l'on s'attarde trop. Jacob avait dit à sa sœur qu'il serait de retour dimanche soir, juste un court voyage avant les examens. Aaron avait envoyé un texto à son colocataire pour lui dire qu'ils avaient trouvé un endroit parfait près d'une crête surplombant la rivière. C'était à 19h42, envoyé depuis une station-service juste avant la dernière portion de route de montagne. Les images de vidéosurveillance de cette nuit-là les montreraient plus tard achetant des encas et deux thermos de café, riant, sans savoir que ce serait la dernière fois que quiconque les verrait conscients et en sécurité. Lorsque le dimanche passa sans nouvelles, les familles commencèrent à s'inquiéter. La mère de Jacob appela son téléphone à plusieurs reprises, ne tombant que sur une absence de signal. Le colocataire d'Aaron vérifia le parking du dortoir, s'attendant à y voir leur Jeep Cherokee. Elle n'y était pas. Le lundi matin, les deux familles avaient signalé leur disparition au bureau du shérif du comté de Haywood. Au début, les officiers supposèrent que les deux amis s'étaient peut-être perdus ou avaient prolongé leur voyage, mais des recherches furent tout de même ordonnées l'après-midi même. La météo s'était retournée contre eux. Une pluie froide balayait la vallée, effaçant les empreintes, détrempant les sentiers et rendant la visibilité presque nulle. Les hélicoptères tournèrent pendant des heures, mais pouvaient à peine voir à 15 mètres à travers le brouillard. Les Rangers localisèrent la Jeep, garée proprement sur le bas-côté d'une route forestière près de Black Hollow Gap. Les portières étaient verrouillées. À l'intérieur se trouvaient leurs deux sacs à dos, deux cartes et le carnet de terrain de Jacob posé sur le siège passager. Les clés manquaient. Il n'y avait aucun signe de lutte, ni sang, ni vitre brisée. C'était comme s'ils étaient simplement sortis et s'étaient volatilisés. Les équipes de recherche entamèrent des ratissages systématiques sur 20 000 acres de terrain accidentés. C'est une région où l'on peut marcher en rond pendant des heures sans s'en rendre compte. Des ravins escarpés, des lacets envahis par la végétation, une nature sauvage qui dévore les sons. Les sauveteurs commençaient à l'aube et finissaient après la tombée de la nuit, criant leur nom dans le brouillard. Mais la forêt ne leur rendit rien. Dès le deuxième jour, l'affaire commença à dépasser les nouvelles locales. Le bureau du shérif demanda l'aide du service des parcs nationaux et d'une unité spécialisée de recherche et de sauvetage, familière des disparitions de randonneurs dans la région de Blue Ridge. Ils firent venir des chiens de sang, des drones à détection thermique et des randonneurs volontaires. Chaque nuit, le périmètre de recherche s'élargissait. Chaque jour, l'espoir s'amenuisait.
Au domicile de la famille de Jacob à Asheville, sa sœur imprimait des affiches de disparition, les collant dans les stations-service et les postes de rangers. Le père d'Aaron, un pompier à la retraite, se joignit en personne aux recherches, parcourant les lignes de crête avec les volontaires. Il déclara plus tard aux journalistes: Je n'arrêtais pas de me dire: Ils sont là quelque part, peut-être blessés, peut-être qu'ils attendent. On ne peut pas s'imaginer qu'ils aient juste disparu. Mais c'est exactement ce que l'on ressentait. La piste menant à leur campement était introuvable. Pas de cercle de feu de camp, pas de reste de tente, aucun signe d'accident. Les chercheurs trouvèrent quelques empreintes boueuses qui auraient pu être des bottes, mais la pluie transforma tout en gadou avant que cela ne puisse être confirmé. Les enquêteurs commencèrent à reconstituer leur chronologie. Les relevés téléphoniques montrèrent que les deux portables s'étaient éteints vers 20h20 le vendredi, à peine 40 minutes après ce dernier texto de la station-service. Des habitants mentionnèrent avoir entendu un véhicule roulant à vive allure sur le chemin de gravier près de Black Hollow Gap à peu près à la même heure, mais personne ne put le décrire clairement à travers le brouillard. Le jeudi, après presque une semaine, les coordinateurs des recherches durent admettre ce que personne ne voulait dire. Il n'y avait aucune piste. La Jeep fut remorquée jusqu'au parc à preuves. Les familles refusaient de partir. La mère de Jacob restait au poste des Rangers chaque nuit, assise près de la radio. Le père d'Aaron dormait dans son camion près du départ du sentier. L'espoir devint mécanique, un geste que l'on accomplit parce qu'abandonner signifierait reconnaître quelque chose de bien plus sombre. Le 7e jour, les officiels informèrent les médias, déclarant qu'il n'y avait aucune preuve d'acte criminel à ce stade. Mais, en privé, plusieurs rangers n'étaient pas d'accord. Ils notèrent que les deux hommes étaient expérimentés, équipés et prudents. Jacob avait rédigé des journaux de randonnée détaillés avant chaque voyage, y inscrivant les coordonnées et les itinéraires d'urgence. Rien de tout cela ne correspondait à une simple disparition. Quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, un ranger trouva un unique gant à environ 800 mètres de l'endroit où la Jeep avait été garée. Il était trempé et déchiré. L'ADN confirma plus tard qu'il appartenait à Aaron, mais c'est sa position qui glaça les enquêteurs. Le gant avait été coincé à la base d'un arbre, comme si quelqu'un l'y avait délibérément enfoncé. Au 10e jour, les températures chutèrent près de zéro. Les équipes de recherche s'amenuisèrent. Les recherches officielles allaient bientôt être réduites, et l'on dit aux familles de se préparer à une longue enquête. Les habitants murmuraient à propos des disparitions des Appalaches, ces rares affaires non résolues où les gens se volatilisent et ne sont jamais retrouvés. Personne ne réalisait encore que les deux hommes étaient toujours là, respirant encore, cachés dans la même forêt que des centaines de personnes avaient déjà parcouru. L'affaire commençait à s'estomper des journaux télévisés du soir quand quelque chose d'étrange se produisit. Un chasseur signala avoir entendu de faibles voix résonnant depuis un ravin en contrebas de la crête de Devil's Backbone. Il décrivit deux personnes qui marmonnaient, comme si elles souffraient. Les équipes de recherche se dirigèrent vers la crête le lendemain matin, mais après des heures de recherche, elles ne trouvèrent rien. Juste un morceau de corde à moitié déchiré emmêlé dans les broussailles et deux nœuds attachés haut sur une branche d'arbre, comme si quelque chose y avait été lié autrefois. Ce simple détail, de la corde là où il ne devrait pas y en avoir, relança tout. Le shérif ordonna que les recherches soient étendues vers la section nord de la vallée. D'autres volontaires arrivèrent, les drones revinrent. Personne ne le savait encore,
Mais Jacob et Aaron n'étaient qu'à quelques kilomètres de cet endroit, à peine vivants, cachés sous les mêmes arbres qu'ils étaient venus admirer. Ce qui devait être un tranquille week-end dans les Appalaches s'était transformé en l'une des disparitions les plus étranges et les plus obsédantes de l'histoire moderne du parc. Et ce n'était que le début. Pendant les 10 jours qui suivirent, la montagne engloutit chaque effort pour les retrouver. Les équipes de recherche se déplaçaient dans le brouillard comme des fantômes, leurs lampes de poche vacillant sur des troncs luisants de pluie. Rangers, volontaires locaux et même des agents du FBI se joignirent au ratissage, mais la forêt ne leur rendit rien. Les limiers amenés d'Asheville suivirent une faible piste près de la Jeep sur environ 800 mètres vers le nord, puis se figèrent, gémissant comme si l'odeur s'était simplement évanouie dans les airs. C'était le premier signal d'alarme. Une odeur humaine ne s'arrête pas net, à moins que quelque chose ou quelqu'un ne l'interrompe. Les images de drones couvraient des kilomètres de canopée dense, ne capturant qu'un vert infini, de la roche grise et un cerf occasionnel. Pas de tentes déchirées, pas de vêtements éparpillés, pas de traces de feu de camp. C'était comme si Jacob et Aaron étaient entrés dans les arbres et avaient été effacés. Les habitants commencèrent à chuchoter, doucement d'abord. Un employé de station-service raconta aux enquêteurs que 3 types traînaient le soir même où Jacob et Aaron s'étaient arrêtés pour faire le plein. Ils s'en souvenaient parce qu'ils étaient bruyants, buvant des bières devant une camionnette, criant à propos des jeunes de la ville qui croient connaître les bois. Mais les images de vidéosurveillance étaient trop granuleuses, trop délavées par les phares pour confirmer leur identité. Le bureau du shérif interrogea tous ceux qui se trouvaient dans la région ce soir-là, mais personne ne put les identifier. Mais la rumeur persista. C'est toujours le cas dans les petites villes de montagne. 3 étrangers, 3 visages, 3 ombres dont personne ne pouvait prouver l'existence. Le 4e jour, l'épuisement commença à se faire sentir. La pluie tombait sans discontinuer, brouillant le terrain, effaçant les pistes presque aussitôt qu'elles étaient trouvées. Puis, lors d'un balayage à environ 3 kilomètres de l'endroit où la Jeep était garée, un volontaire repéra quelque chose coincé dans un buisson. Un morceau déchiré de nylon vert, du genre utilisé pour les tentes de camping compact. Il semblait récent, encore humide et propre sur la face inférieure. Les équipes médico-légales le collectèrent, mais il ne portait ni sang, ni empreinte, ni lien définitif. À quelques centaines de mètres de là, ils trouvèrent ce qui ressemblait à 2 paires d'empreintes de bottes se dirigeant vers le nord. Les motifs correspondaient au type de bottes de randonnée que portaient Jacob et Aaron, mais à mi-hauteur d'une pente boueuse, les traces s'arrêtaient net. Aucune marque de glissade, aucune branche cassée, aucun signe de chute. Elles prenaient fin, tout simplement. Les enquêteurs photographièrent les empreintes, marquèrent les coordonnées et continuèrent, confus mais déterminés, à élargir le rayon. Cette nuit-là, des drones équipés de caméras thermiques balayèrent à nouveau la zone, à la recherche de signatures de chaleur. Rien n'apparut, sauf des mouvements d'animaux, des cerfs, des ratons laveurs, peut-être un ours. Pas le moindre signe de vie humaine. Le sentiment de terreur parmi les chercheurs s'alourdissait de jour en jour. Le 6e jour, une tempête traversa la vallée. Le vent déchira les branches, dispersant feuilles et débris. Lorsqu'elle se calma, des sections entières des zones de recherche durent être redessinées de zéro. À ce stade,
La plupart des enquêteurs travaillaient sur des théories plutôt que sur des faits. L'exposition était en tête de liste. Peut-être que les deux amis avaient perdu leur orientation, tenté de sortir de la forêt et succomber aux éléments. Ce n'était pas sans précédent. Le temps dans les Appalaches peut devenir hostile en quelques heures, mais d'autres n'étaient pas convaincus. Les clés manquantes, les sacs à dos intacts, la Jeep verrouillée, rien de tout cela ne collait. Un ranger qui avait participé à des dizaines de récupérations déclara plus tard: On voit quand les gens paniquent et essaient de survivre. Ils laissent un désordre derrière eux, des restes de feu, des sacs déchirés, de l'écorce griffée. Il n'y avait rien de tout ça ici. C'était trop propre. L'équipe du FBI commença à éplucher les traces numériques. L'appareil photo, le téléphone et le carnet de terrain de Jacob manquaient dans la Jeep, suggérant qu'il les avait emportés dans la forêt. Mais aucun nouveau signal, aucune photo téléchargée, aucun autre texto n'avait été envoyé depuis ce dernier message de 19h42. Tout s'était arrêté cette nuit-là. Les membres des familles se réunissaient quotidiennement au poste des Rangers pour des briefings. Chaque réunion semblait plus vide que la précédente. Le 8e jour, certains volontaires commencèrent à se retirer, incapables de suivre le rythme des conditions épuisantes. Les familles restèrent. Le père d'Aaron ne cessait de poser une question à laquelle personne ne pouvait répondre. Comment deux personnes peuvent-elles disparaître sans laisser la moindre trace? La presse locale les surnomma les deux des Appalaches. Des prospectus couvraient la ville, tandis que les forums en ligne commençaient à tisser leurs propres histoires. Enlèvements, tueurs en série, grottes secrètes, même des théories surnaturelles. Mais pour les enquêteurs, aucune de ces pistes ne tenait la route. Ils avaient besoin de quelque chose de tangible, quelque chose qui explique où ces deux hommes étaient allés et pourquoi. Puis vint le rapport du chasseur. C'était la 10e nuit des recherches, froide et étrangement calme. L'homme pistait un cerf le long de la ligne de crête lorsqu'il entendit quelque chose d'inhabituel. De faibles voix montant du ravin en contrebas de Devil's Backbone Ridge. Au début, il pensa que c'était un écho. Puis il réalisa que les voix étaient faibles, fragmentées. Il décrivit plus tard deux personnes qui marmonnaient. L'une semblait prier. À l'aube, les Rangers se dirigèrent vers la zone. Le terrain était brutal. Des pentes abruptes, des broussailles enchevêtrées, de la mousse glissante. Ils crièrent des noms, tirèrent des fusées de signalisation et scrutèrent avec du matériel thermique. Rien. Pas de chaleur, pas de son. Mais juste avant de remballer, un ranger remarqua quelque chose d'incongru. Deux courtes longueurs de corde pendant d'une branche d'arbre, nouées à la main, avec des nœuds qui semblaient délibérés. En dessous, l'écorce était lissée, comme si quelque chose ou quelqu'un s'y était frotté pendant des jours. Ils collectèrent la corde et l'enregistrèrent comme preuve, sans savoir ce que cela signifiait. Cela aurait pu être du vieux matériel de camping ou autre chose. Le ranger qui la trouva décrivit un sentiment de malaise, disant plus tard: Les nœuds étaient trop récents, trop nets, comme si quelqu'un venait de les défaire. Cette découverte raviva une lueur d'espoir et de peur. Cela signifiait qu'il pourrait encore y avoir de la vie là-dehors. Le shérif ordonna aux équipes de pousser plus au nord vers Devil's Backbone, élargissant à nouveau le rayon. Les hélicoptères revinrent, les chiens furent redéployés et les enquêteurs
se préparèrent pour une autre semaine dans les montagnes. Mais personne ne pouvait se défaire du sentiment que ce qui était arrivé à Jacob et à Aaron n'était pas un accident. La forêt semblait différente maintenant, plus silencieuse, plus lourde, comme si elle retenait son souffle. Et bien que personne ne le sache encore, ils étaient proches. Juste au-delà de cette crête, au-delà des arbres détrempés par la pluie, les deux amis disparus étaient toujours là, vivants mais à peine, attendant que la forêt livre son secret. C'était le 17e matin depuis la disparition de Jacob et Aaron, et à ce moment-là, presque tout le monde avait perdu espoir. Les recherches officielles avaient été réduites. Les Rangers rendaient leur équipement, les volontaires étaient remerciés et renvoyés chez eux, et l'histoire avait déjà glissé de la première page des journaux locaux. Pour les familles, la vie s'était figée dans une sorte d'agonie silencieuse. Ils restaient assis près de leur téléphone, vérifiant encore les bulletins météo, conduisaient encore jusqu'au départ des sentiers chaque matin, juste pour contempler ces mêmes montagnes qui refusaient de rendre quoi que ce soit. Mais ce matin-là, le 5 novembre 2007, quelque chose changea. Un groupe de randonneurs du Tennessee, 6 amis qui exploraient les crêtes moins connues du parc, partit d'un sentier à environ 10 km au nord de la zone de recherche initiale. Le temps s'était éclairci. Le ciel était pâle et froid, et les bois étaient encore humides de la tempête de 2 nuits plus tôt. Vers midi, alors qu'ils suivaient un étroit ruisseau traversant la vallée, l'un des randonneurs s'arrêta. Il avait vu ce qu'il pensait être un vêtement pris dans un enchevêtrement de broussailles de l'autre côté de l'eau. En s'approchant, il réalisa que ce n'était pas du tissu, mais de la peau. Le groupe se figea. Deux silhouettes étaient là, positionnées droites contre des arbres de part et d'autre du ruisseau, attachées par les poignets et les chevilles avec une corde blanchie par le soleil. Les deux jeunes hommes étaient immobiles, la tête penchée en avant, le visage incolore et enflé. Les randonneurs pensaient regarder deux cadavres, mais lorsque l'un d'eux s'approcha, il vit un faible mouvement, un soubresaut de la poitrine à peine visible à travers la chemise. Il cria. Un autre randonneur vérifia le pouls au cou du premier homme. Il était là, faible, presque imperceptible, mais il était là. Les deux étaient en vie. Le 911 fut appelé immédiatement. Le groupe resta avec eux, craignant de trop bouger, craignant que les victimes ne cessent de respirer. Ils décrivirent la scène au répartiteur. Deux hommes, début de la vingtaine, attachés à des arbres, froids, inconscients. L'opérateur n'y crut pas au début. En 40 minutes, les rangers du parc et les secours médicaux étaient sur place. Les photos de la scène, jamais rendues publiques, furent décrites par les premiers intervenants comme la scène la plus dérangeante que nous ayons jamais vue. Jacob et Aaron avaient été attachés de manière presque identique, les bras étendus autour des arbres, les cordes entaillant profondément leur peau. Leurs vêtements étaient déchirés, leurs visages pâles et striés de saleté, leurs lèvres gercées par la déshydratation. Leurs yeux étaient fermés, mais il y avait de faibles mouvements, un tremblement dans une main, une respiration superficielle. Tous deux étaient couverts de piqûres d'insectes, leur corps mince, presque squelettique. Les médecins notèrent que malgré 17 jours passés à l'extérieur, il n'y avait aucune blessure majeure compatible avec une chute ou une attaque d'animal. C'était comme si on les avait maintenus en vie juste assez pour qu'ils souffrent. Ils furent immédiatement héliportés au centre médical d'Asheville. L'infirmier de vol déclara plus tard
qu'aucun des deux hommes ne réagissait au toucher ou à la lumière. Leurs rythmes cardiaques étaient dangereusement bas et tous deux avaient une température corporelle bien en dessous de la normale. Ils étaient vivants, mais à peine. À l'hôpital, l'équipe d'urgence leur administra des fluides et de l'oxygène. Les tests commencèrent en quelques heures. Les résultats furent aussi choquants que la découverte elle-même. Jacob et Aaron présentaient tous deux des niveaux anormalement élevés d'un tranquillisant, du genre utilisé pour anesthésier de gros animaux, comme les chevaux ou le bétail. C'était un composé vétérinaire, pas une drogue récréative, et ce n'était pas quelque chose qu'ils auraient pu ingérer accidentellement. La concentration dans leur sang suggérait une exposition prolongée sur plusieurs jours. La théorie de travail. On leur avait injecté ou fait ingérer de force le produit à plusieurs reprises pour les maintenir immobiles. Leurs poignets et chevilles montraient de graves ecchymoses indiquant qu'ils s'étaient débattus à un moment donné, mais pas récemment. La peau autour des marques de corde avait déjà commencé à cicatriser par endroits, suggérant qu'ils avaient été attachés pendant des jours avant d'être abandonnés. Il n'y avait aucun signe d'agression sexuelle ou de vol. Leur portefeuille avait disparu, mais tous deux avaient des cartes d'identité glissées dans les poches de leur veste, comme si quelqu'un voulait qu'ils soient retrouvés ou identifiés. Les détectives qui examinèrent les preuves notèrent un autre détail qui n'avait aucun sens. Les cheveux des deux hommes semblaient avoir été coupés récemment. Les bords étaient nets, taillés courts à l'arrière, sans aucun signe de la saleté et des nœuds attendus après 17 jours dans la nature. Leurs ongles, également, paraissaient proprement taillés. Personne ne pouvait l'expliquer. Le lendemain matin, la nouvelle de leur sauvetage se répandit à travers la Caroline du Nord. Les équipes de télévision se rassemblèrent devant l'hôpital, diffusant des mises à jour toutes les heures. 2 étudiants disparus retrouvés vivants après 17 jours dans la forêt des Appalaches, titrait un journal. Mais à mesure que plus de détails émergeaient, l'histoire passa du miracle au mystère. Les médecins décrivirent leur état comme comateux. Aucun des deux hommes ne répondait aux voix ou aux mouvements. Leurs pupilles étaient dilatées et non réactives. Leur cerveau montrait une activité ralentie compatible avec une sédation chimique, pas un traumatisme crânien. La mère de Jacob fut la première à les voir. Elle s'évanouit dans le couloir devant l'unité de soins intensifs. Le père d'Aaron, le pompier à la retraite, qui avait parcouru les crêtes chaque jour des recherches, se tenait juste au chevet du lit, agrippant la barrière. Il dit plus tard que c'était la première fois de sa vie qu'il voyait un corps humain qui semblait à la fois vivant et déjà parti. Les détectives du bureau du shérif et du FBI commencèrent immédiatement à interroger le personnel médical et les équipes de sauvetage. Chaque élément de preuve fut mis sous scellé, photographié et catalogué. Les fibres de la corde, les vêtements, même les feuilles trouvées collées à leur veste. L'analyse médico-légale confirma que la corde était un mélange de nylon commercial, du genre vendu dans la plupart des quincailleries. Rien de particulier à son sujet, pas d'empreinte digitale, pas de sang d'une autre personne. La zone où ils furent trouvés fut cartographiée en détail. C'était un endroit que personne n'avait fouillé auparavant, non pas parce qu'il était trop loin, mais parce qu'il était hors des sentiers battus, caché derrière un amas de remblais escarpés. Ce n'était pas un endroit où 2 randonneurs seraient allés de leur plein gré. Les Rangers dirent plus tard qu'il était impossible de s'y rendre sans intention. Les théories de travail changeaient d'heure en heure.
Certains enquêteurs pensaient qu'ils avaient été enlevés, détenus quelque part à proximité, puis abandonnés dans les bois après que les suspects aient paniqué. D'autres spéculaient qu'ils auraient pu tomber entre les mains de quelqu'un vivant en marge de la société, un individu isolé ou un groupe qui les aurait gardés captifs. Il y eut même des discussions sur une activité de secte, bien que ces affirmations furent rapidement écartées faute de preuves. Le plus étrange était le timing. Sur la base de la température corporelle, des niveaux de déshydratation et du degré d'atrophie musculaire, les médecins estimèrent qu'ils étaient restés en vie mais immobilisés pendant la quasi-totalité des 17 jours. Cela signifiait que pendant que des centaines de chercheurs parcouraient les vallées, pendant que les hélicoptères survolaient la zone, Jacob et Aaron étaient quelque part à proximité, drogués, attachés et attendants. La police boucla le site pendant des semaines. Ils trouvèrent de faibles empreintes de bottes menant aux arbres, puis bifurquant vers la crête nord, où le sol devenait rocheux. Pas de traces de pneus, pas de campement, pas d'emballage de nourriture ou de déchets. Quiconque les avait laissés là avait méticuleusement nettoyé la zone. Au fil des jours, l'affaire prit une ampleur nationale. CNN et ABC dépêchèrent des équipes à Asheville. En ligne, les théories explosaient. Enlèvement en série, expérience gouvernementale ou même quelque chose de paranormal. Mais les enquêteurs restaient silencieux, ne publiant qu'une seule déclaration. L'état des victimes et les preuves recueillies suggèrent une contrainte délibérée et une sédation intentionnelle. L'enquête est en cours. À l'hôpital, Jacob et Aaron demeuraient inconscients. Les machines bipaient doucement autour d'eux. Les infirmières surveillaient chaque mouvement. Les membres de leur famille étaient assis au chevet de leur lit en silence, murmurant des prières ou se contentant de fixer leur visage. Personne ne comprenait encore ce qui s'était passé durant ces 17 jours de disparition. Mais pour tous ceux qui suivaient l'affaire, une question résonnait plus fort que toutes les autres. Qui les avait maintenus en vie juste assez longtemps pour s'assurer qu'ils puissent raconter leur propre histoire? Et quand ils le feraient enfin, ce qu'ils révéleraient allait horrifier quiconque oserait explorer ces montagnes. Chaque affaire sur cette chaîne n'est pas qu'une simple histoire. C'est des semaines de fouilles dans les archives, de vérification des faits et de reconstitution des vies réelles qui ont été perdues. Chaque épisode demande près de 15 jours de recherche et de longues nuits à pourchasser la vérité. Nous faisons cela parce que ces histoires comptent et que quelque part, quelqu'un mérite encore qu'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à lever le voile sur ces mystères, prenez une seconde pour aimer la vidéo, vous abonner et nous dire dans les commentaires quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus marqué. Votre soutien nous est essentiel. Et si vous voulez voir d'autres affaires classées résolues, les liens vous attendent dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à l'enquête. Les inspecteurs commencèrent à assembler les pièces du puzzle dès que Jacob et Aaron furent assez stables pour respirer sans assistance. Le public ne le savait pas encore, mais en coulisses, les forces de l'ordre avaient déjà mis en place une force d'intervention, un mélange d'agents de terrain du FBI, de gardes forestiers et d'inspecteurs du comté pour reconstituer chaque seconde des mouvements des deux amis avant cette nuit de vendredi d'octobre 2007. Cela commença simplement. Reçu d'essence, bornage téléphonique, relevé de cartes de crédit et images de vidéosurveillance. La piste numérique était courte, mais elle les mena là où personne ne s'y attendait.
À 40 minutes au sud du parc, le long de l'autoroute 276, se trouvait un petit restaurant routier appelé Big Ben's Grill, le genre d'endroit qui ne fermait jamais, où camionneurs, locaux et randonneurs se mélangeaient à la nuit tombée. Les enquêteurs récupérèrent les images de l'unique caméra extérieure du restaurant, datée de la nuit du 19 octobre. À première vue, on y voyait Jacob et Aaron assis dans une banquette d'angle, mangeant des burgers en riant. Mais ensuite, vers 20h10, trois autres hommes entrèrent dans le champ. Ils n'étaient pas des inconnus pour tout le monde en ville. L'un d'eux, les enquêteurs l'apprendraient bientôt, était un mécanicien local nommé Travis Dell. L'image était granuleuse, en noir et blanc, mais c'était suffisant. Travis semblait saluer quelqu'un derrière le comptoir avant que son regard ne se dirige vers la table de Jacob et Aaron. Il y eut un échange, bref, peut-être quelques mots, avant que Travis et les deux autres hommes ne s'assoient quelques banquettes plus loin. Moins de 20 minutes plus tard, les deux groupes partirent dans des directions séparées. Mais ce que la vidéo n'avait pas capturé, c'était l'altercation dont des témoins se souviendraient plus tard, quelques mots échangés sur le parking, assez vifs pour que la serveuse s'en rappelle des jours après. Au début, personne n'y prêta attention. Mais lorsque les inspecteurs croisèrent ces images avec les données des antennes relais, une coïncidence glaçante apparut. Le téléphone de Travis Dell, ainsi que deux autres numéros prépayés, avaient été localisés près de la crête de Devil's Backbone le même week-end où les deux amis avaient disparu. C'était la première avancée majeure. Travis n'était pas étranger aux ennuis. 2 ans plus tôt, il avait été interrogé dans une affaire d'agression impliquant un couple de randonneurs qui affirmait avoir été menacés sur un terrain de camping. Les charges n'avaient jamais été retenues, mais le rapport le dépeignait comme un homme volatile, grand buveur, et connu pour chercher la bagarre avec les gens de passage. Il vivait seul à la périphérie de Maggie Valley. Il réparait des voitures dans une grange délabrée qu'il appelait son garage. Les inspecteurs arrivèrent à sa propriété avec un mandat, 4 jours seulement après la découverte de Jacob et Aaron. À l'arrière de son pick-up, ils découvrirent des fibres de corde, du nylon beige et rêche, identiques au type utilisé pour ligoter les deux victimes. Sous analyse UV, plusieurs brins correspondaient aux micromotifs et aux mélanges synthétiques trouvés dans les sacs de preuves de la scène de crime. Ce n'était pas une corde similaire, c'était la même corde. Interrogé, Travis affirma n'avoir jamais rencontré Jacob et Aaron. Il dit avoir entendu parler de l'affaire aux nouvelles, comme tout le monde. Mais à mesure que les inspecteurs le pressaient de questions, de petites fissures commencèrent à apparaître. Il ne pouvait expliquer pourquoi son camion avait été vu garé près de la route de service de Catalucci ce même week-end. Il ne pouvait expliquer pourquoi les relevés des antennes relais plaçaient son téléphone sur Devil's Backbone la nuit du 20 octobre, la nuit où les deux hommes avaient disparu. L'enquête s'élargit. Grâce aux relevés téléphoniques, la police identifia 2 numéros de téléphone prépayés qui avaient échangé plusieurs appels avec le téléphone de Travis entre le 18 et le 21 octobre. Tous deux étaient enregistrés avec des cartes prépayées achetées en espèces dans une station-service sur la même autoroute. Les images de surveillance de cette boutique montraient 2 hommes, identifiés plus tard comme étant Ely et Cole Brent, des cousins qui travaillaient occasionnellement avec Travis dans son garage. Le schéma se dessinait rapidement. 3 hommes, tous des locaux, tous liés, tous présents au restaurant la nuit où les victimes avaient disparu. Confrontés par les enquêteurs, Eli et Cole plaidèrent l'ignorance.
Ils admirent connaître Travis, mais nièrent avoir été dans le parc ce week-end-là. Mais leur téléphone racontait une autre histoire. Les données cellulaires les plaçaient dans le même périmètre de recherche, se déplaçant vers le nord en direction de la Crète le 20 octobre. Et l'un des cousins, Eli, avait posté quelque chose de cryptique sur sa page MySpace la semaine suivante. Certains doivent apprendre le respect. Les montagnes l'enseignent durement. Ce n'était pas une preuve, mais c'était suffisant pour impliquer l'équipe d'analyse comportementale du FBI. Les agents pensaient que l'enlèvement avait pu être impulsif, non planifié comme une rançon ou une captivité à long terme, mais plutôt quelque chose alimenté par la colère, un scénario de contrôle et d'humiliation. Puis vint la pièce finale qui fit basculer l'affaire. Lors d'une fouille du site où les victimes avaient été retrouvées, les enquêteurs avaient trouvé un mégot de cigarette à une dizaine de mètres de là. Il avait été enregistré, scellé et oublié jusqu'à ce que les tests ADN le reliant à Travis Dell. Cela changea tout. Confronté aux résultats, l'assurance de Travis s'effondra. Il tenta de noyer le poisson, affirmant qu'il était venu chasser dans la région des semaines plus tôt. Mais l'horodatage médico-légal ne mentait pas. La cigarette avait été fumée quelques jours seulement avant la découverte des victimes. Après 12 heures d'interrogatoire, Travis finit par craquer. Il avoua par fragments en demi-phrases, mêlant contradiction et dénégation au sein même de ses aveux. Selon lui, tout avait commencé des mois plus tôt, dans un bar de Maggie Valley. Jacob et Aaron s'y étaient arrêtés lors d'une de leurs précédentes randonnées. Une dispute d'ivrogne à propos de tables de billard et de places de parking s'était terminée par Travis se faisant bousculer et moquer par les autres clients. Il affirma que Jacob l'avait fait passer pour un idiot. Pour Travis, cette humiliation n'avait pas disparu. Durant l'été, il en parla à plusieurs reprises à ses amis. Il dit à Ellie et Cole que ses étudiants pensaient que les montagnes leur appartenaient, qu'ils reviendraient un jour et qu'ils les remettraient à leur place. Pour les cousins, cela sonnait comme des paroles en l'air. Mais pour Travis, c'était devenu un plan. La nuit où Jacob et Aaron revinrent, il les revit, par hasard, dans ce même restaurant. Il les suivit à leur sortie. Il dira plus tard à la police qu'il voulait juste leur faire peur. Mais à mesure que les enquêteurs assemblaient les preuves, il devint clair que la situation avait dégénéré bien au-delà. Travis admit que lui et ses cousins avaient suivi la Jeep des deux amis dans le parc cette nuit-là. Ils attendirent les premières heures du matin, alors que les hommes montaient leur campement, puis les approchèrent sous prétexte d'être des locaux. Ce qui commença comme une confrontation se transforma en violence. Jacob et Aaron furent maîtrisés, ligotés et emmenés plus profondément dans la forêt à l'aide du camion de Travis. Il n'en dit pas beaucoup plus. Lorsque les inspecteurs le pressèrent au sujet des tranquillisants trouvés dans le sang des victimes, Travis hésita, puis marmonna quelque chose à propos de les avoir empruntés à un voisin qui élevait du bétail. Il refusa de dire pourquoi ou combien de fois ils avaient été utilisés. Quand on lui demanda s'il avait eu l'intention de les tuer, il secoua la tête et dit « Non, je voulais qu'ils apprennent ». Les enquêteurs conclurent plus tard que les victimes avaient été maintenues en vie intentionnellement. D'après les chronologies médicales, elles avaient été attachées pendant près de 2 semaines avant d'être abandonnées. À un moment donné, les ravisseurs ont dû paniquer. La présence croissante des équipes de recherche, les hélicoptères, l'implication du FBI, les 3 hommes ont probablement fui, laissant Jacob et Aaron ligotés
là où ils ont été trouvés, supposant que la nature finirait le travail. Eli et Cole furent arrêtés quelques jours après les aveux de Travis. Tous deux tentèrent de minimiser leur rôle, rejetant toute la faute sur Travis. Mais les journaux de SMS et les données GPS les liaient directement à des courses d'approvisionnement. Bière, cordes et tranquillisants achetés dans un magasin agricole local. Quand la nouvelle des arrestations éclata, la ville de Maggie Valley fut secouée par l'incrédulité. Les habitants qui connaissaient Travis le décrivaient comme grande gueule, c'est sûr, mais pas un monstre. Son ancien employeur déclara: il réparait des moteurs, pas des gens. Il n'avait pas ça en lui de faire une chose pareille. Mais les preuves étaient indéniables. La conférence de presse officielle fut brève. Le shérif résuma l'enquête, terminant par une déclaration glaçante. Les preuves suggèrent que les suspects ont délibérément séquestré les victimes sur une période prolongée. Le mobile exact reste partiellement flou. En privé, les agents admirent qu'ils croyaient qu'il s'était passé bien plus dans ces bois que ce que quiconque avait avoué. Les signes physiques, la sédation, les cheveux coupés, la propreté étrange du site, tout suggérait un contrôle, un rituel ou un acte de honte. Mais au-delà des demi-vérités de Travis, personne ne révéla jamais toute l'histoire. Même des années plus tard, les enquêteurs diraient la même chose. Ils avaient résolu le qui, mais jamais le pourquoi. Et pour Jacob et Aaron, la convalescence s'avérerait presque aussi obsédante que les jours passés, ligotés sous ces arbres. Car une fois réveillés, ils se souvenaient de tout. Pendant plus de 2 semaines, la chambre d'hôpital où reposaient Jacob et Aaron ne changea guère. Les stores restaient à moitié baissés, les moniteurs bipaient à un rythme régulier, et l'air sentait légèrement l'antiseptique et les vêtements trempés par la pluie que personne n'osait jeter. Les médecins parlaient d'un état médicalement stable mais non réactif, une phrase qui ne réconfortait personne. Les membres de la famille se relayaient au chevet des lits, murmurant des prières qui se perdaient dans le bourdonnement constant des machines. Les journalistes s'entassaient sur le parking devant le centre médical d'Asheville, attendant une mise à jour qui ne venait jamais. Puis, le 15e jour, tout bascula. Cela commença par un spasme, si léger que l'infirmière faillit le manquer. La main droite de Jacob, celle enveloppée de gaz à cause des brûlures de corde, bougea sur la couverture. Ses paupières vacillèrent, puis s'entr'ouvrirent. Pendant quelques secondes, il fixa le plafond, confus, clignant des yeux face à la lumière stérile. Quand un médecin se pencha et prononça son nom, il ne répondit pas. Il essaya de parler, mais n'y parvint pas. Le son qui sortit était un râle, sec et brisé, comme s'il n'avait pas utilisé sa voix depuis des années. On lui donna de l'eau, mais il détourna la tête en tremblant légèrement. Des heures passèrent avant qu'il ne puisse se concentrer, avant que le brouillard ne commence à se dissiper. Il ne se souvenait pas depuis combien de temps il était là, ni même où se trouvait ce « là ». Quand une infirmière lui tendit un bloc-notes et un stylo, ses doigts tremblaient. Il lui fallut près d'une minute entière pour écrire 3 mots. Ils nous ont laissés là. C'était le premier véritable indice de ce qui s'était passé. Au cours des jours suivants, Jacob dérivait entre lucidité et confusion. Il parlait peu, la gorge trop irritée, son esprit reconstituant encore les fragments. Quand Aaron se réveilla enfin 4 jours plus tard, la pièce se remplit de sanglots étouffés et d'incrédulité.
Il cligna lentement des yeux vers les visages qui l'entouraient. Ses parents, sa sœur, un inspecteur debout dans l'encadrement de la porte, puis referma les yeux en murmurant un seul mot. Des arbres. Les médecins expliquèrent que les sédatifs dans leur organisme étaient assez puissants pour provoquer une amnésie et une confusion temporaire. Mais à mesure que les drogues quittaient leur corps, la vérité commença à faire surface par éclairs, par souvenirs murmurés, par des moments qui firent même pâlir les enquêteurs. Les deux hommes décrivirent la même chose. L'attaque avait eu lieu lors de leur première nuit dans la vallée. Ils avaient planté leur tente près d'une clairière, préparé le dîner et s'étaient couchés vers minuit. Jacob se souvenait d'avoir entendu des pas, non pas lointains, mais proches, délibérés. Quand il ouvrit la fermeture éclair de la tente, une lampe de poche l'aveugla. Trois hommes, masqués, vêtus de sombre, se tenaient juste à l'extérieur. Ils étaient armés. Aaron essaya de crier, mais l'un des hommes le frappa violemment à la tête. À partir de là, tout s'effondra en quelques secondes. Ils furent traînés plus profondément dans les bois, trébuchant, les poignets liés. Jacob raconta que les hommes ne parlaient pas au début, se contentant de les pousser. Puis l'un d'eux, dont il reconnaîtrait plus tard la voix comme étant celle de Travis Dell, dit quelque chose qui le glaça. Personne ne vous trouvera ici. Dit. Tous deux furent attachés à des arbres séparés, des heures avant l'aube. Leurs ravisseurs se moquèrent d'eux, rirent, et à un moment donné, leur versèrent de la bière sur la tête. Aaron se souvenait qu'on lui avait injecté quelque chose, une piqûre vive dans le cou, puis plus rien. Pendant les jours qui suivirent, ils dérivèrent entre conscience et inconscience, lucides seulement par brefs éclairs. Un instant, la lumière du jour, puis l'obscurité, puis des voix. Jacob décrivit s'être réveillé une fois pendant un orage. La pluie tombait si fort qu'elle trempait ses vêtements. Il pouvait à peine lever la tête. Au loin, il entendit des cris, les hommes qui se disputaient. L'un d'eux cria quelque chose comme quoi ils allaient trop loin. Un autre lui dit de se taire, puis le silence. C'était le dernier son dont il se souvenait avant que tout ne redevienne noir. Lorsque les enquêteurs comparèrent les souvenirs des survivants avec les conclusions de la police scientifique, les détails concordaient avec une précision troublante. Les sédatifs trouvés dans leur organisme étaient les mêmes tranquillisants volés dans un magasin agricole voisin, un produit utilisé uniquement pour le bétail. La chronologie de leur état semi-conscient correspondait à la durée estimée de l'exposition à la drogue. Même les fibres de corde sur leurs poignets et leurs chevilles étaient identiques à celles retrouvées dans le camion de Travis. Les équipes scientifiques confirmèrent également quelque chose que Jacob avait mentionné et qui glaça les inspecteurs jusqu'aux os. Au moins un de leurs ravisseurs était retourné sur les lieux des jours après l'agression initiale. Les marques de compression du sol et les traces d'usure de la corde suggéraient que les liens avaient été ajustés à plusieurs reprises. Les ravisseurs les avaient surveillés, les maintenant en vie intentionnellement. La déclaration d'Aaron compléta le tableau. Il se souvenait de brefs moments de réveil où il voyait l'un des hommes se tenir devant lui, tenant une lampe de poche et disant doucement « Tu respires encore. Bien. » La voix, désormais familière, correspondait à celle de Travis. Quand la nouvelle que les deux survivants avaient repris conscience et commençaient à parler fut rendue publique, elle fit les gros titres nationaux. L'histoire passa des bulletins régionaux à toutes les grandes chaînes. Le miracle des Appalaches, l'appelait-on.
2 étudiants retrouvés vivants après 17 jours de captivité au cœur de la forêt, un endroit où personne n'était censé survivre. Mais sous les grands titres, les enquêteurs assemblaient une vérité plus sombre. Les 2 victimes se souvenaient d'avoir été injectées à plusieurs reprises, pas une seule fois. Les drogues étaient destinées à paralyser sans tuer, à induire la confusion et l'immobilité. Les médecins affirmèrent que l'état comateux prolongé n'était pas accidentel. Il avait été entretenu. Quiconque les détenait savait exactement comment les garder en vie, mais inconscients. Les inspecteurs se rendaient fréquemment à l'hôpital, restant parfois des heures juste pour obtenir quelques phrases de souvenirs des 2 amis. La voix de Jacob revenait lentement, faible et rauque. Lors d'une session enregistrée, il dit « Il riait, disant que personne ne nous trouverait, que nous resterions là jusqu'à pourrir. » Puis il détourna le regard et murmura « Mais l'un d'eux, il voulait arrêter. » Ce détail, le conflit interne entre les ravisseurs, devint le chaînon manquant. Il expliquait pourquoi les hommes avaient été abandonnés vivants, pourquoi leurs cheveux avaient été coupés, pourquoi leurs corps avaient été repositionnés avant d'être trouvés. Les preuves montrèrent plus tard que, dans leurs derniers jours dans les bois, les ravisseurs avaient tenté d'effacer leur implication, coupant les fibres de corde, nettoyant les empreintes digitales et laissant les victimes dans un état qui aurait pu passer pour une mort de cause naturelle si les randonneurs n'étaient pas tombés sur eux. Les médecins dirent plus tard aux enquêteurs qu'il ne restait plus que quelques heures à vivre aux 2 hommes lorsqu'ils furent découverts. Un jour ou 2 de plus, et aucun n'aurait survécu. L'impact émotionnel sur leur famille était indescriptible. La mère de Jacob, qui avait passé chaque jour au poste des gardes forestiers pendant les recherches, s'effondra en larmes lors d'une conférence de presse, remerciant les randonneurs qui avaient trouvé son fils. Le père d'Aaron, stoïque pendant toute l'épreuve, prit enfin la parole après avoir rendu visite à son fils aux soins intensifs. Il dit « Ils n'ont pas seulement survécu, ils ont vaincu le mal. » Lorsque les 2 jeunes hommes furent transférés des soins intensifs à l'unité de convalescence, le FBI enregistra un dernier entretien conjoint. La session dura moins de 30 minutes. À un moment, Aaron regarda directement les agents et dit « Ils nous ont laissés là parce qu'ils avaient peur. » Puis Jacob ajouta doucement « Peur de ce qu'ils avaient fait, peur de ce dont nous nous souviendrions. » Ces mots allaient définir l'affaire. Dans les mois qui suivirent, des documentaires, des émissions spéciales et des podcasts de True Crime revisiteraient chaque détail, la qualifiant d'une des histoires de survie les plus troublantes de l'histoire des Appalaches. Les psychologues qualifièrent leur endurance d'extraordinaire, un mélange de résilience physique et de pure volonté. Mais alors même que la nation célébrait leur survie, les 2 hommes refusèrent les interviews. Ils déclinèrent les offres des médias, les contrats de livres et restèrent à l'écart du public. Jacob confia finalement à une infirmière quelque chose qui ne figura jamais dans les rapports. Quand j'étais attaché là-bas, dit-il, je n'arrêtais pas de penser à ma famille. Je me disais, si je respire encore, ce n'est pas fini. C'était le fil qui reliait tout, la volonté de rester en vie, aussi désespérée que la situation puisse paraître. Et bien qu'ils aient tous 2 survécu à la forêt, aucun ne pouvait échapper aux souvenirs qu'elle avait laissés. Car quelque part dans ces mêmes bois, les échos de ces 17 jours persistaient encore. Et bientôt,
Ces échos mèneraient les enquêteurs droit aux hommes responsables. Les arrestations eurent lieu discrètement, presque sans drame, après des mois de silence et de surveillance. En janvier 2008, les enquêteurs avaient monté un dossier en béton. Chaque morceau de corde, chaque signal de téléphone, chaque image granuleuse de la caméra du restaurant pointait vers les trois mêmes hommes, Travis Dell et ses cousins, Eli et Cole Brent. Les inspecteurs les avaient suivis pendant des semaines, attendant que l'un d'eux fasse un faux pas, dise quelque chose d'imprudent, mais ils ne le firent jamais. Lorsque les mandats furent signés, les forces de l'ordre décidèrent de frapper à l'aube. Travis fut emmené de son atelier, pieds nus, toujours en jean taché de graisse, une cigarette se consumant au coin de ses lèvres. Les voisins dirent plus tard qu'il ne s'était pas débattu et n'avait pas demandé pourquoi. Il a juste dit « Je me doutais que vous viendriez » et s'est retourné pour être menotté. Eli fut trouvé dans une caravane à l'extérieur de Waynesville et Cole fut arrêté en sortant d'une quincaillerie 2 villes plus loin. En quelques heures, tous les trois se trouvaient dans des salles d'interrogatoire, séparés par des murs de béton, mais liés par un acte innommable. Au début, ils nièrent tout. Travis affirma qu'il avait chassé ce week-end-là, que les données des antennes relais ne signifiaient rien. Eli dit que la corde était pour des travaux de clôture. Cole insista sur le fait qu'il ne connaissait même pas l'existence de Jacob et Aaron. Mais face à la correspondance ADN, la cigarette de Travis sur la scène de crime, leurs défenses commencèrent à s'effriter. Les inspecteurs les montèrent les uns contre les autres, suggérant que les autres avaient déjà avoué. Ça a marché. À la fin de cette deuxième nuit, tous les trois avaient craqué. Leurs histoires différaient dans les détails, mais convergeaient sur le mobile. La vengeance. Ce qui avait commencé comme des paroles d'ivrogne dans un bar s'était transformé en une rancune obsessionnelle. Travis confia aux enquêteurs que Jacob l'avait humilié des mois avant la disparition. Une altercation à propos d'un verre renversé qui s'était terminée sous les rires moqueurs aux dépens de Travis. Pour un homme comme lui, c'en était assez. Il n'avait cessé d'en reparler à ses cousins, nourrissant sa colère jusqu'à ce qu'elle se cristallise en un plan. Il affirma qu'il voulait seulement donner une leçon aux jeunes gens, leur faire peur, leur faire comprendre ce qu'était le respect. Mais l'épreuve racontait une autre histoire, une histoire de contrôle, de cruauté et de torture psychologique délibérée. Lors de son interrogatoire, Travis admit qu'ils avaient suivi Jacob et Aaron depuis le restaurant jusqu'au parc. Ils avaient attendu minuit passé, attendu que la forêt soit plongée dans un silence complet avant d'approcher le campement. Il décrivit la scène par fragments d'un ton presque détaché. Il raconta qu'ils avaient ligoté les deux hommes, s'étaient moqués d'eux et avaient utilisé des tranquillisants pour les empêcher de se débattre. Quand un agent lui demanda combien de temps il comptait les garder, Travis se tut. Finalement, il lâcha. On allait les relâcher, mais c'est allé trop loin. Les déclarations de ses cousins complétèrent le tableau. Ils affirmèrent que Travis avait tout orchestré, que c'était lui qui décidait quand les nourrir, quand leur administrer une nouvelle dose, quand les emmener plus profondément dans les bois. Eli raconta qu'au bout d'une semaine, il avait supplié Travis d'arrêter, de peur que quelqu'un ne les découvre. La réponse de Travis fut simple. Ils ne trouveront rien. Cole avoua avoir abandonné les victimes à leur sort après avoir entendu le bruit d'hélicoptères au-dessus d'eux, expliquant que Travis lui avait dit
C'est fini. Laissons la forêt s'en charger. Tain. Le bureau du procureur n'a pas perdu de temps. Tous trois furent inculpés pour enlèvement, voie de fait grave et double tentative de meurtre. L'affaire attira immédiatement l'attention nationale, non seulement en raison de sa brutalité, mais aussi de l'improbable survie des victimes. Au printemps, le procès était devenu un véritable cirque médiatique. Chaque matin, les journalistes envahissaient les marches du palais de justice de Waynesville, diffusant en direct les dernières informations aux chaînes de tout le pays. Les caméras étaient interdites à l'intérieur, mais les transcriptions révélèrent une salle d'audience qui tenait plus du théâtre d'horreur que d'un procès. La défense prétendit que les hommes avaient agi de manière imprudente, mais sans intention homicide. L'accusation brossa un tableau bien plus sombre, celui de trois hommes qui, pour une simple rancune, s'étaient livrés à un acte de torture psychologique prolongé. Jacob et Aaron furent appelés à la barre, mais témoignèrent tous deux en privé, à huis clos. Les archives judiciaires indiquent que leurs dépositions durèrent un peu moins de 2 heures. Lorsque Jacob décrivit son réveil pendant un orage, entendant Travis crier que les choses étaient allées trop loin, plusieurs jurés se seraient détournés en larmes. Aaron parla de ses allées et venues entre conscience et inconscience, du souvenir d'un des hommes murmurant « Tu respires encore, c'est bien ». Le jury délibéra moins de 2 jours. Travis Dell fut condamné à 35 ans de prison fédérale. Eli écopa de 28 ans et Cole de 26. À la lecture du verdict, Travis fixa la table, impassible. Dehors, la mère de Jacob déclara « La justice ne répare pas ce qu'ils ont pris, mais c'est déjà ça. » Pour Jacob et Aaron, la vie après le procès fut une lente convalescence qui ne s'est jamais vraiment terminée. Physiquement, les deux hommes guérirent. Les ecchymoses s'estompèrent, les brûlures des cordes s'adoucirent et les séquelles des sédatifs finirent par disparaître. Mais psychologiquement, la forêt ne les a jamais vraiment quittés. Jacob se mit à souffrir de crises de panique à chaque fois qu'il sentait l'odeur du bois humide ou de la pluie. Aaron était hanté par des cauchemars si vifs qu'il se réveilla une fois en se griffant les poignets. Ils ne reprirent pas leurs études. Jacob quitta l'université de Western Carolina et disparut complètement de la vie publique. Quelques années plus tard, des registres indiquèrent qu'il avait déménagé en Oregon, vivant en marge de la société, près d'une petite ville de bûcherons. Les amis qui lui rendaient une visite disaient qu'il passait le plus clair de son temps à randonner seul, non pas pour fuir les bois, mais pour se les réapproprier. Aaron, lui, resta plus près de chez lui. En 2012, il accepta une unique interview avec un journal local. Quand le journaliste lui demanda s'il pensait encore à ce qui s'était passé, Aaron n'hésita pas. « Chaque jour, dit-il, ce ne sont pas les visages que je vois, c'est le bruit des arbres. Je rêve encore qu'ils se referment sur moi. » À cette époque, l'affaire était devenue une légende dans les cercles policiers des Appalaches, une histoire de survie si extraordinaire que même les enquêteurs les plus chevronnés peinaient à l'expliquer. 17 jours de captivité, attachés à des arbres, drogués, affamés et pourtant vivants. Les experts légistes qualifièrent plus tard leur survie de miracle, une chance sur 1 million. La fascination du public ne s'est jamais démentie. Documentaires, podcasts et émissions sur les faits divers revisitèrent l'histoire tous les 2 ou 3 ans, chacun tentant de percer le mystère de ces 17 jours. Mais la vérité complète,
les conversations entre les ravisseurs, la séquence exacte des événements ne sont connues que des hommes qui ont commis l'acte. Et Travis Dell n'en a plus jamais parlé. Il fut transféré dans un centre correctionnel fédéral du Kentucky, où il se trouve encore aujourd'hui. Les dossiers pénitentiaires le décrivent comme un détenu calme, discipliné, obéissant, parlant rarement à qui que ce soit. Eli et Cole tentèrent tous deux de faire appel quelques années après leur condamnation. Leurs demandes furent rejetées. En 2015, à l'anniversaire de leur sauvetage, un petit mémorial fut installé près du point de départ du sentier de Cataloochee. Un simple panneau de bois gravé de deux noms, Jacob Mills et Aaron Seiler. Non pas comme des victimes, mais comme des survivants. Les habitants y déposant encore de petites offrandes, des bouteilles d'eau, des mots pliés et parfois des morceaux de corde noués lâchement, comme pour marquer la frontière entre la cruauté et l'endurance. Pour les forces de l'ordre, cette affaire reste l'une des plus troublantes de l'histoire des Appalaches. Ce n'était pas seulement le crime en lui-même, mais la précision, le contrôle, la manière dont trois hommes ordinaires avaient pu commettre un acte aussi cruel dans un lieu censé respirer la paix. Dans la déclaration finale de la police publiée après la condamnation, une phrase ressortait. Ils étaient destinés à ne jamais être retrouvés, mais la forêt les a rendus. Cette phrase circule encore aujourd'hui lors des briefings de recherche et de sauvetage, un rappel de ce que les montagnes peuvent cacher et de ce qu'elles décident parfois, contre toute attente, de restituer. Et pour Jacob et Aaron, ces 17 jours n'ont jamais vraiment pris fin, car la forêt qui avait tenté de les engloutir ne les a jamais complètement relâchés.